Eh bien, bonjour à tous au balado au cœur des bois. Il s'agit de l'émission qui vous parle de forêt et de forestiers. Nous sommes ici avec deux personnes, deux invités. Nous allons commencer par vous. Vous, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour monsieur. Moi, je suis, Si- Jacques Lavoie, un propriétaire de boisés privés de Ferland-Boileau au Saguenay. Oui. En fait les lots appartiennent à toute la famille. C'est une Mhm, famille de 11 enfants. Puis on a, 10 lots qui sont dans un bloc, d'à peu près 400 hectares qu'on aménage depuis les années 50 presque, là. C'est mon père qui avait acheté ça dans les années 50, mhm. puis il les a achetés un par un, puis c'est pour constituer ce bloc-là. Puis, en 2006, il nous les a légués à toute la famille. Puis nous, on a continué à les aménager, à couper du bois, à récolter, puis à en profiter aussi du côté loisir, puis toutes ces choses-là. Fait que c'est quelque chose qu'on apprécie depuis un petit bout, puis on a même l'idée de passer ça à nos enfants puis à nos petits-enfants pour que ça continue, Très bien. le plus longtemps possible. Donc une forêt qui va se transmettre dans le temps. Ça, on l'a compris. Ensuite, c'est à vous de vous présenter, madame. Oui, bonjour. Mon nom est Marie-Pierre Fraser. Je suis ingénieure forestier. Je travaille au ministère des Ressources naturelles et des forêts et plus spécifiquement au secteur des forêts. Donc, je vous ai invités tous les deux ici pour qu'on puisse parler de la forêt publique et de la forêt privée. Donc, ce sont deux éléments qui sont très différents et qui se ressemblent beaucoup. Et je vais commencer par la première question, Monsieur Lavoie, Madame Fraser. La première, déjà, quelles sont les utilisations que vous faites de votre forêt? Donc, on va commencer par vous, et ensuite, on va ensuite parler de la forêt publique. Bon, ces lots-là, initialement, quand mon père les a acquis dans les années 50, c'était surtout dans le but d'exploiter la forêt commercialement Mhm. parce qu'à ce moment-là, la villégiature, c'était moins populaire qu'aujourd'hui, puis, il faisait couper du bois chaque année par un ouvrier avec, même il a commencé avec des chevaux. J'ai même moi-même, j'ai vu là, ça me rajeunit pas, mais j'ai vu les chevaux sur le terrain qui transportaient le bois puis toutes ces choses-là. Le D'accord. bois était coupé à la scie mécanique, puis au fil des ans, mais la modernisation est arrivée. On a acquis, des chenilles J5 Bombardier, puis un tracteur de ferme, puis toutes ces choses-là. Ok. Puis, de plus en plus, ben, avec le temps, on a on a on a profité un peu de la villégiature puis des loisirs en forêt, si on veut, là. Mhm. On a fait des pistes de motoneige, construit des chalets sur le bord d'un lac, puis, la famille en profite plus, en villégiature. Ok. Mais on coupe encore du bois, régulièrement. Très bien. Et du côté de la forêt publique, comment utilisons-nous la forêt et comment faisons-nous pour l'utiliser? En fait, la forêt, comme vous dites, la forêt publique, ben, c'est la forêt de tous les Québécois. Donc, c'est une forêt qui appartient à tous. La forêt est utilisée par un grand nombre d'utilisateurs, que ça soit pour des activités récréatives, les pourvoyeurs, les chasseurs, les pêcheurs, l'activité acéricole aussi, donc les producteurs acéricoles. Évidemment, elle est utilisée aussi par l'industrie forestière, donc pour des activités d'aménagement forestier. Aussi par les communautés autochtones qui sont dispersées un peu partout sur le territoire québécois. Donc, finalement, un très grand nombre d'utilisateurs là, qui utilisent tous les forêts publiques. Très bien. Et donc là, ça va être pour la forêt publique. Est-ce qu'en forêt privée aussi, vous êtes encadré par certaines lois? Et si oui, lesquelles? Oui, absolument, étant propriétaire de l'eau privée, on fait partie du syndicat des producteurs de bois, Mhm. puis on est considérés comme des producteurs forestiers. Puis à ce moment-là, on a un guide de scène d'intervention en milieu forestier qu'il faut respecter le plus possible. Puis après ça, en plus de ces règlements-là, ça, c'est les règlements de base. Puis il y a chaque municipalité aussi a des règlements qui peuvent être différents. Par exemple, admettons que le notre guide nous dit qu'il faut respecter 10 mètres sur le long des cours d'eau, ramasser un tiers des tiges. Ben, dans notre municipalité, on s'est informé parce qu'on a fait une coupe à blanc cet hiver, puis c'était 15. Il fallait respecter 15 mètres sur le bord de la rivière Mhm. et prélever le tiers des tiges encore. D'accord. Donc, ce qu'on dit à nos auditeurs, c'est que
Donc on ne fait pas vraiment ce qu'on veut en foresterie. Il y a beaucoup de lois qui les encadrent, notamment, cette loi qui va s'appeler les lisières forestières. Il y a les lisières forestières, puis aussi, de plus en plus, ce qu'on entend parler, c'est les milieux humides. Mmh. Parce que moi, quand j'étais tout petit, on n'entendait pas parler beaucoup de ça, mais maintenant, de plus en plus, les milieux humides, il faut respecter les cours d'eau, les voisinages, la ligne entre les voisins, puis tout ça, il y a plus de règlements à suivre. Très bien. Donc, c'est une question que je vous pose à tous les 2. On ne fait pas ce qu'on veut lorsqu'on fait de la récolte forestière. Il y a des lois qui les encadrent. Ce n'est pas comme l'imaginaire collectif le dirait, tout simplement des forestiers qui arrivent et qui détruisent tout. Non, il y a des règles, des choses à suivre pour protéger l'environnement et hem et à part les lisières boisées, il y a la protection Les lignes entre les voisins, puis ces choses-là, puis ah OK. et les animaux aussi, les cours d'eau, les traverses de cours d'eau, les animaux, il faut laisser aussi, jamais couper plus que des superficies de 4 hectares et plus sans avoir l'autorisation de la municipalité, Mmh. avec un rapport d'ingénieur, absolument. Très bien, très Il y a bien. des règles assez sévères quand même. Assez sévère? Vous dites Pas trop sévère? non plus sévères, assez rigoureuses, je vais dire, mais c'est pas la police non plus, là, mais Je vois. quand même. Donc ce sont des règles strictes qui empêcheraient, de faire n'importe quoi Ça, et de récolter plus qu'on en aurait besoin. absolument. Et donc nous rentrons dans le merveilleux domaine des coupes. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment on fait pour récolter le bois et quels sont les types de coupes finalement? Vous avez dit une coupe à blanc, ça veut dire qu'il y a d'autres types de coupes? Oui, il y a des coupes partielles, des coupes avec protection de la une coupe à blanc maintenant, si c'est fait avec une multifonctionnelle ou à la main, ils appellent ça des coupes avec protection de la régénération, c'est-à-dire. OK, Puis ça, à ce moment-là, il faut faire des sentiers à toutes les 20 mètres, ces choses-là, et puis protéger les petits arbres le plus possible. OK, Puis après ça, mais une coupe à blanc, par exemple, là, nous autres, on a commencé déjà à couper des plantations qu'on avait plantées dans les années, 70. On a OK, planté des arbres, puis maintenant, ils ont 50, 52 ans, là, puis on peut les couper, là. Les OK. arbres, ils ont des bons diamètres, puis, on ramasse presque 150-200 m³ à l'hectare. Très bien. Et du côté de la forêt, publique, est-ce que vous avez les mêmes types de coupes ou des coupes, différentes? Mmh. En fait, en forêt publique et en forêt privée, le type de coupe, dépendamment du type de territoire où on est, va quand même se ressembler. Dans le fond, on a essentiellement 2 grands groupes de coupes forestières, les coupes dites totales ou les coupes partielles. Puis dépendamment de, les objectifs, du type de forêt aussi, qu'on veut traiter, dans le fond, les différents types de coupes vont s'appliquer, vont être déterminés. Les ingénieurs forestiers qui travaillent au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, dans le fond, vont faire ce qu'on appelle une prescription sylvicole en fonction du type de forêt, de l'âge des forêts, de l'objectif recherché aussi par la coupe. Euh, Au niveau de la coupe totale, évidemment, ce qui va être fait, c'est d'aller récolter tous les arbres de dimension commerciale, dans le fond, du peuplement forestier. Il peut toutefois y avoir des arbres qui sont laissés sur pied, entre autres. On a, étant donné qu'on pratique un aménagement écosystémique sur le territoire public, il y a des objectifs de maintien de vieilles forêts ou de bois morts aussi qui vont être visés. Donc, même si une coupe totale, parfois, on va laisser des îlots de forêt pour s'assurer de laisser du bois mort qui est utile pour certaines espèces fauniques. Du côté des coupes partielles, c'est ça, ça va être dépendamment du type de peuplement qui est visé par ces coupes-là, puis des objectifs qu'on veut atteindre. Il va y avoir différents types de coupes partielles là, qui peuvent être réalisés sur le terrain. Très bien. Donc pour résumer, à nos chers, ceux qui vont nous regarder, les coupes, ce ne sont pas systématiquement des rasages complets, ce sont uniquement les coupes totales et elles apparaissent selon certains objectifs. Donc sachez que les forestiers s'occupent, énormément, du côté de la régénération, vous confirmez? Absolument, oui, absolument. Et parce que la régénération est importante, parce que si nous voulons récolter dans un certain temps, après une coupe, il faut les laisser
pousser, tout est mis en œuvre pour que ça permette de repousser, notamment le fait qu'on laisse des îlots de bois comme vous l'avez dit et même qu'on laisse des arbres à importance phonique pour que les animaux puissent, comment on pourrait dire ça? S'adapter un peu plus facilement au changement qu'on va dire brutal d'environnement pour eux. Mais là, on a parlé du système des coupes et vous avez parlé de multifonctionnel. Qu'est-ce que c'est une multifonctionnelle? Multifonctionnel, c'est une abatteuse, mécanique, hein. Je dirais que c'est un robot qui coupe du bois aujourd'hui maintenant, là. Parce que si on compare, dans le temps, quelqu'un avec une scie mécanique, c'est de moins en moins populaire. Mmh. Puis, les multifonctionnels ont remplacé ces gens-là. Puis quand c'est le temps de faire un volume important de bois, ça prend pratiquement absolument une multifonctionnelle ou bien parce que ça peut couper, une multifonctionnelle qui travaille jour et nuit, ça peut couper 2 000 mètres cubes par semaine. Ça fait Oui pas mal de bois. Fait que si tu laisses ça longtemps sur ton lot, le paysage va changer. et je vois, mais donc c'est pour ça qu'on n'utilise plus les bûcherons parce que ce serait trop lent Ça par serait rapport trop au long, puis après ça, ben, il y a moins de monde qui sont encore, c'est comme dans d'autres domaines, là, il y a pas de relève, puis il manque de main-d'œuvre au niveau des bûcherons, là. et je me dis que là, c'est plus facile d'engager un opérateur et c'est aussi plus dangereux d'être bûcheron parce qu'avec tous les problèmes que ça indiquerait. Oui, absolument, c'est sûr. Le travail de bûcheron, traditionnel, il est plus dangereux un peu c'est tu travailles avec une scie mécanique, puis il y a les maux de dos qui est là-dedans, les arbres qui peuvent tomber. Tandis qu'une multifonctionnelle, l'opérateur, il est à l'abri, puis il coupe ça de jour et nuit avec des lumières, puis OK, c'est une autre machine qui ramasse le bois, OK puis ça et fait un bon c volume assez rapidement. et ce serait votre, multifonctionnel ou c'est vous la louez ou vous la commandez à quelqu'un? Il faut l'engager parce que pour qu'un propriétaire possède sa propre multifonctionnelle, ça prendrait une superficie, assez grande, là. Mais généralement, les propriétaires de boisés privés, ils engagent une multifonctionnelle qui vient pendant, 1 semaine ou 2, dépendamment du volume que tu veux couper. Très bien, Puis après ça, ils s'en vont. Tout est réglé, là. très bien. C'est vite fait, puis, c'est généralement bien fait. Est-ce qu'en forêt publique, c'est pareil ou est-ce que vous avez vos propres véhicules? Le ministère des Ressources naturelles et des forêts, en fait, ses principaux rôles, c'est plutôt au niveau de la planification forestière. Donc, ils vont réaliser les planifications qui ensuite, ces planifications-là, les travaux vont être réalisés essentiellement par les détenteurs de droits forestiers, donc principalement là, les bénéficiaires de garanties d'approvisionnement forestier. Ce sont ces entreprises-là, donc les bénéficiaires de garanties, les détenteurs de droits, qui vont, eux, engager des entreprises pour réaliser les travaux. Donc, au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, là, il n'y a pas d'employés, dans le fond, qui sont dédiés à réaliser les travaux, là. Au niveau du ministère, ça va être plus la planification, puis le suivi des travaux aussi pour s'assurer du respect des lois et règlements, puis s'assurer que les travaux sont faits conformément aux planifications. Donc, c'est vraiment les entreprises là, qui réalisent les travaux, puis qui, eux, vont sous-contracter ou vont réaliser les travaux eux-mêmes. Puis ça va être fait par des équipes là, des entreprises d'aménagement forestier. Euh, avec la machinerie là, dont ils disposent. D'accord, très bien, très bien. Et là, j'aimerais revenir un petit peu sur les coupes. Est-ce qu'il y a une différence entre les coupes totales ou coupes partielles qui se seraient dans une forêt publique et privée? Y a-t-il une différence entre les 2 ou on est sensiblement sur les mêmes travaux? Moi, je dirais parce que les travaux sur le terre public, je connais ça un petit peu parce que j'ai passé ma vie dans une coopérative forestière, puis on coupait 200 000 mètres cubes par année OK, en coupe totale à CPRS, puis, j'ai vu vraiment comment ça fonctionne. Mais puis en forêt privée, si tu fais une coupe de 20 hectares, ça va être un peu le même principe, surtout si c'est une multi qui le fait. Souvent, c'est les mêmes entrepreneurs. OK, L'entrepreneur, il peut arriver de chez Résolu. Le printemps, il vient travailler 2 semaines chez nous, c'est le même. Ils connaissent les mêmes normes, ils connaissent les règlements aussi, puis ils travaillent de la même manière. C'est des sentiers espacés, qui d'accord. apportent le bois sur le bord du chemin. C'est à peu près la même chose. Mais OK, c'est pour les grandes coupes, si on veut, de 1 000 mètres et plus. Mais quelqu'un qui travaille, si tu fais, 40 mètres ou 50 mètres, c'est pas vraiment la même chose. je Et me doute. c'est plus, artisanal, si on veut, là. Il y a une notion qui revient beaucoup quand vous décrivez ces travaux, c'est les sentiers. Donc c'est important là, la mise en place des sentiers? Oui, absolument, sinon,
Alors, il y a toujours les chemins principaux d'accès, ça, c'est les chemins de pénétration, puis ça, c'est drôlement important. Après ça, il y a les sentiers les sentiers qu'on appelle les sentiers de voyons, je cherche le mot, débuscage, les sentiers de débuscage parce que il faut pas, il faut pas qu'il y ait des sentiers à partout. Il faut espacer les sentiers pour que, qu'il y ait des espaces, qui sont pas touchés, si on veut, par les chenilles, les machines, là. Je vois. Parce que les roues puis les chenilles, c'est ça qui brise le plus. Qui brise donc ça Les blesse. ornières, ça crée les ornières creuses, ça peut rester longtemps ça. Donc, les ornières, ce sont les traces Oui, des c'est les machines, traces pour des ceux qui ne savent machines. pas ce que c'est. Et vous avez parlé de débardage. Ah ben, le débardage, c'est justement la machine qui prend le bois en forêt, qui l'apporte sur le chemin principal. OK, C'est ça les sentiers de débardage, très bien. Donc ça, c'est le fait de débarder, le fait de ramener des arbres de la forêt coupée c'est ça, jusqu'au chantier pour qu'ils soient transportés vers les usines. par camion, c'est C'est ça. ça. Et est-ce qu'en forêt publique, vous avez des lois concernant les sentiers? Du côté de la forêt publique, dans le fond, dans les coupes, quand on réalise des coupes sur le territoire, on essaie autant que possible, la priorité, c'est de protéger la régénération naturelle, donc la régénération qui est déjà établie sur le territoire. Fait que ce Mmh. qui va arriver, dans le fond, c'est que la machinerie va essayer de limiter son passage à certaines portions, donc il va y avoir comme les sentiers de débardage qui vont être faits sur le territoire pour éviter justement que la machinerie passe partout puis abîme, brise, dans le fond, la régénération préétablie. En fonction là, de la prescription sylvicole puis des directives opérationnelles qui vont être données par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts aux entreprises d'aménagement, dans le fond, ces règles-là vont devoir être appliquées là, par l'entreprise qui réalise les travaux. Puis, il va y avoir aussi, là, tu sais, ce qu'on veut, c'est s'assurer aussi qu'il n'y ait pas trop d'orniérage, que dans le fond, ça abîme pas le territoire. On sait que les coupes qui sont réalisées, c'est des coupes avec protection de la régénération et des sols. Donc, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas ni la régénération, puis ni les sols non plus qui soient endommagés par la récolte forestière. Nous avons parlé des différents travaux. Nous avons parlé des coupes, survoler le reboisement, mais quels sont les autres travaux sylvicoles qu'on peut faire? Parce que c'est lorsqu'on pense à des travaux sylvicoles, à part la coupe, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui va sortir. Alors du coup, quels sont les autres travaux qui sont possibles en forêt? Allez-y, OK. on va entendre ça par vous. Sur les terrains privés, après qu'il y ait eu une coupe totale, ben, ils commencent par ouais, les mises en andin pour ramasser tous les déchets là, puis les mettre en tas, si on veut, les déchets. Mmh. Ces déchets-là, ils restent là, on les brûle pas. Puis après ça, dans les superficies qui sont propres, il y a du reboisement qui est fait, souvent l'année suivante, OK, à peu près 2 000 arbres à l'hectare environ. Puis, les années suivantes, ben, pendant 4-5 ans, il faut nettoyer dégager ces plantations-là parce que le naturel, il revient vite au galop, c'est le cas de le dire. OK, OK, Puis, il faut couper toutes les petites f les arbres feuillus, là, puis laisser les bois qui ont été reboisés. OK, Ça, il faut faire ça, par exemple, chez nous, on en fait justement. On en fait, toutes les 2 ans, il faut nettoyer la plantation OK. pendant 5 ans à peu près, 5 ans, 5-6 ans, oui. donc des travaux de nettoyage pour retirer des espèces qu'on pourrait qualifier d'envahissantes? Nuisibles envahissants, c'est ça Est-ce surtout, que vous oui. avez quelques noms? Quelques noms d'espèces? Ah ben, les zones là et après ça, il y a mon Dieu, je connais pas vraiment les noms, je les connais de vue, mais Alors, du je coup, les appelle ce qu'on apprend dans les 2 c'est tous cours. des petits Pardon. arbres, des petits cerisiers, des arbres feuillus. Même le bouleau ici, il pousse toutes sortes de choses. Il pousse du bouleau, de l'érable, des petites feuillus jaunes, du bois blanc, des petits OK. érables à sucre, toutes sortes de choses. Alors tout ça, ce sont ce qu'on appelle, pour, nos chers viewers, des espèces non commerciales. Donc des espèces qui Ça. vont pousser vite, qui Ouais, vont ouais, rapidement prendre le pas sur les espèces qu'on veut, c'est-à-dire des c'est ça. résineux ou des feuillus nobles Ouais, et qui vont les recouvrir et voler toute leur ombre. Parce que pour les plantes, c'est la guerre constante pour la ouais, lumière. la lumière, c'est ça. Et est-ce que vous auriez des travaux en plus auxquels on n'en aurait pas parlé? Essentiellement, la séquence de travaux est semblable là, en forêt privée, en forêt publique. Suivant la récolte forestière, il va y avoir des travaux dans les premières années rapidement pour s'assurer que les forêts sont régénérées, que ce soit par la régénération naturelle ou en donnant un petit coup de pouce à la nature, puis en faisant de la préparation de terrain puis du reboisement. Une fois ces travaux-là réalisés,
ce qu'on veut s'assurer, c'est que les plants qui ont été reboisés ou la régénération qui est en place, ben, elles survivent, puis dans le fond, elles réussissent à faire sa place. Donc, il va y avoir effectivement là, des dégagements de plantation, de l'entretien pour s'assurer que cette régénération-là survive. Quelques années plus tard aussi, on va commencer à faire, dans les cas où ça s'applique, des travaux qu'on appelle plus d'éducation des peuplements. Donc, on va aller plus faire une sélection de tiges pour, dans le fond, avoir les meilleures tiges au final. Donc, on va aller soit retirer des tiges qui sont de moins bonne qualité ou d'essences qui sont moins recherchées pour vraiment aller maximiser la croissance sur les tiges les plus prometteuses. Puis, encore dans une séquence encore plus loin, il peut y avoir aussi, dans certains cas, c'est pas dans tous les cas qu'on fait ça, mais il va y avoir aussi des éclaircies, donc des éclaircies commerciales, où là, on va aller chercher des tiges, puis encore là, pour maximiser la récolte sur certaines tiges plus prometteuses. Donc, on va aller récolter des arbres qui, là, sont rendus de dimension commerciale, mais beaucoup, beaucoup plus petites. Puis, pour s'assurer, c'est ça, de reconcentrer le peuplement sur des tiges de plus grande qualité pour la récolte future. Puis, pour ce qui est de la première éclaircie ou les premières éclaircies dont je parlais au départ, on va appeler ça des éclaircies pré-commerciales. Donc, c'est avant que les tiges soient commerciales pour aller, c'est ça, sélectionner les tiges d'avenir. Très bien. Donc, ce que j'en comprends, c'est que dans les scieries, on va avoir des normes. Nous avons besoin de beaux arbres bien droits, vous confirmez. Alors, le but de ces éclaircies, ça va être de se débarrasser des arbres qui ont commencé à pousser de façon tord, qui sont un peu malades. Bref, de prendre uniquement le plus beau parce que c'est un petit peu ça que l'on veut lorsqu'on parle d'arbres commerciaux. Ensuite, là, une question qui me vient, mais est-ce que vous aviez un maximum? Lorsque vous devez récolter votre forêt, vous avez, par exemple 20 hectares, si ça vous dépassez, est-ce qu'il y a des malus? En fait, sur un lot privé, avant de couper du bois, n'importe quel volume, il faut avoir l'autorisation du syndicat des producteurs de bois pour la Mmh. mise en marché. C'est important parce que je ne peux pas couper 1000 mètres de bois si j'ai pas d'acheteur. Le bois, il va à telle usine ou telle usine. OK, Donc avec ce quota-là, on coupe le bois durant la saison suivante, hein. Puis le volume, ça va quand même, en fonction de ta superficie. Si tu as 40 hectares, tu peux pas couper, tu peux pas à moins de tout le couper s'il est vraiment prêt, mûr et puis, malade. 40 hectares, ça pourrait donner, je sais pas, 40 hectares fois 100, ça donne 4000 à peu près. OK, 4000 mètres, mais moi, je l'ai jamais coupé 4000 mètres d'un coup, là, d'accord. sur le même lot toujours. Parce qu'il peut y avoir des sanctions pour ceux qui dépassent leur quota ou qui récoltent plus qu'ils ne le devraient? Oui, mais j'en ai pas vu souvent parce que présentement, heu, l'offre comble pas la demande. Ah! Dans notre région toujours là, Mmh. au niveau du résineux, admettons le syndicat a un contrat de 250 000 m3, ben, on en coupe à peu près 200, 890, 200, 200 bien. Il y a encore de la place. Donc on n'a pas de misère à écouler notre bois. On n'a D'accord. pas de misère. Alors donc, là, Ça n'a pas toujours été le cas. vous soulevez une question importante. Est-ce que dans la gestion du bois et dans même le commerce du bois, nous sommes plus sur un marché qui manque d'offres ou de demandes? Présentement, je dirais qu'il manque d'offres chez les privés. Chez les Chez les privés? privés dans notre région, il manque d'offres. OK, Parce qu'on assiste à des réunions, puis les dirigeants nous le disent: «Ben, coupez du bois» et on en manque, il y en veulent plus. Et et avec ce qui se passe actuellement au niveau des tarifs, tout ça, ben, là, il faut être plus prudent un peu. Il faut, on est avertis quand même de demander un quota assez régulièrement, là, d'accord, pour pas créer des volumes qui pourraient rester en inventaire. je vois, et c'est pareil pour la forêt publique? Est-ce vous avez des problèmes de demande ou d'offre? Le fonctionnement en forêt publique et en forêt privée n'est pas tout à fait le même en ce qui concerne l'offre et la demande. En fait, comment on fonctionne? Ben, tout d'abord, en forêt publique, il y a le forestier en chef qui est dans le fond, une personne qui est nommée et qui est accompagnée d'une équipe. Puis son rôle, essentiellement, c'est de déterminer les possibilités forestières. Donc, les possibilités forestières, c'est le volume maximal de bois qu'on peut récolter sur un territoire donné, tout en s'assurant que la forêt va demeurer productive à long terme, à perpétuité. Donc, il y a un calcul qui est fait, un calcul des possibilités forestières qui est fait
dans chacune des unités d'aménagement de la forêt publique. À partir de ce calcul des possibilités forestières-là, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts va venir attribuer des volumes de bois à chacun des bénéficiaires de garantie d'approvisionnement. Donc, on va lui dire, pour tel territoire, tel bénéficiaire de garantie d'approvisionnement a droit d'acheter annuellement un volume X, Y, Z. Donc, chacun va avoir sa portion, dans le fond, de la possibilité forestière qui va lui être attribuée. Sur la base de ces attributions-là, il va y avoir une planification forestière qui va être faite pour s'assurer qu'on puisse aller récolter ces volumes-là. Donc, les bénéficiaires de garantie d'approvisionnement ont une garantie, finalement, que les volumes qui leur sont attribués vont être disponibles pour chacune des années de leur garantie d'approvisionnement. Ensuite, les usines de transformation peuvent aussi aller s'approvisionner d'autres sources. Donc, effectivement, elles vont aller aussi s'approvisionner du côté de la forêt privée, vont s'approvisionner aussi du côté d'autres forêts publiques. On a certaines portions de forêts publiques dont on confie la gestion au milieu municipal à des MRC, des municipalités, des communautés autochtones. Donc, elles vont pouvoir aussi aller s'approvisionner de ce côté-là. Il y a certaines usines aussi qui s'approvisionnent à l'extérieur du Québec. Puis, il y a aussi le marché libre dont on a parlé un peu plus tôt, là, des bois qui sont mis aux enchères. Donc, les usines vont pouvoir aller s'approvisionner aussi du côté du marché libre. Je vois. En tout cas, merci beaucoup pour ces réponses. On va finir avec quelques questions pour terminer. Si on ne coupe pas et que donc on laisse une possibilité forestière, est-ce qu'on peut dire que la forêt au Québec s'agrandit? La forêt ne va pas nécessairement s'agrandir. Dans le fond, c'est que si on ne récolte pas l'ensemble des possibilités forestières dans une période donnée, puisque dans le fond, le forestier en chef refait ses calculs à tous les 5 ans. Donc, quand il va refaire son calcul au bout de 5 ans, il va prendre en compte ce qui a réellement été réalisé comme travaux d'aménagement forestier puis ce qui n'a pas été réalisé finalement. Donc, son calcul est comme, si on veut, dynamique aux 5 ans, puis il va prendre en compte ce qui a réellement été réalisé et pas réalisé. En fonction des travaux sylvicoles qui ont été réalisés, c'est sûr que quand on réalise beaucoup de travaux sylvicoles, donc qu'on met en valeur la forêt, ça peut avoir un effet à la hausse sur la possibilité forestière parce que ça va faire augmenter, dans le fond, le rendement de la forêt en ayant réalisé des travaux d'aménagement forestier. Donc, ça, c'est pris en compte dans le calcul. Cela dit, il faut aussi prendre en compte que le territoire sur lequel on fait l'aménagement forestier peut bouger. On sait que le Québec a un objectif d'atteindre 30 d'aires protégées, de territoires de conservation d'ici 2030. C'est évident que quand on crée des nouvelles aires protégées, ça diminue aussi les territoires forestiers sur lesquels on peut réaliser des travaux d'aménagement. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte de façon continue. Dans le fond, le territoire peut évoluer, peut bouger, puis c'est aussi considéré, dans le fond, dans le calcul des possibilités forestières puis dans les attributions qui s'en suivent. Et nous revoilà pour le balado au cœur des bois. Je vous remercie en tout cas d'être encore là et nous continuons. Donc, je vous remercie pour avoir répondu à ces questions. J'aimerais donc finir avec 2 ou 3 questions. La première, j'aimerais partir sur le secteur des perturbations. Parce que je pense qu'il n'y a pas que les humains qui exploitent les forêts. Donc, quels sont les problèmes que vous avez à gérer dans la gestion forestière et qu'est-ce qui peut même perturber et détruire vos forêts? Le plus grand destructeur de la forêt privée, publique aussi, c'est la tordeuse de Bourgeon-d'Épinette, Ah oui. parce qu'elle qui fait des ravages, assez énormes depuis toujours, parce que la tordeuse, elle revient, c'est des cycles de, je sais pas, 15-18 ans, puis ça dure longtemps. Quand la tordeuse arrive, elle est là pour, des plusieurs années. Mmh. Même dans nos lots privés chez nous, on a fallu abattre, un moment donné dans les années 80, il a fallu abattre un grand volume de sapins. Mmh. Puis, dans ce temps-là, il était livré à la console à la baie. Il y a une usine de papier qui est un petit peu moins sévère que les usines de sciage parce qu'à un moment donné, le bois, il vient qui est plus bon. Les usines de sciage, ils n'en veulent pas, c'est de la paille. Puis, je dirais au niveau des éléments destructeurs, c'est la tordeuse le plus grand que je connais. Après ça, il peut y avoir des chablis, des tempêtes aussi, là, parce OK. qu'il y a une tempête qui arrive, qui couche un paquet d'arbres à terre, ça peut c'est difficile pour la récolte.
À part de ça, le il peut arriver peut-être aussi des fois des gels tardifs ou qui peut, faire geler les repousses de sapin. Quand le sapin, les repousses sortent, puis il peut y arriver un gel en juin, ben ça peut faire geler les arbres, puis il y a pas de repousse cette année-là. Ça tue pas l'arbre, par exemple, mais ça ralentit la Et croissance. ça l'endommage et ça le rend moins intéressant pour les scieurs, en tout cas. Oui. Ensuite ici, la tordeuse, c'est des insectes. J'allais dire des épidémies de chenilles aussi. J'ai déjà vu ça aussi, des chenilles dans le feuillu surtout, là. Ah OK. Puis après ça, il y a les maladies aussi qui peuvent arriver au niveau des résidus dans le pain gris, surtout ça peut être fragile, le pain, il y a des animaux aussi qui, c'est normal, c'est leur habitat faunique si on veut là, parce qu'ils peuvent dét les porcs-épics détruisent souvent un paquet d'arbres, les Mmh. porcs-épics, il faut pas les oublier ceux-là. Parce qu'ils mangent l'écorce des arbres et Oui, ils ils mangent peuvent faire de l'écorce, très gros dégâts malgré leur taille. ça tue l'arbre, c'est pas compliqué de un arbre qui est tout mangé, il meurt au bout de quelques années. C'est ça. Parce qu'on rappelle que l'écorce, un petit peu comme la peau, c'est par là que va passer la sève. Mmh. Donc si vous enlevez l'écorce d'un arbre, ça veut dire que vous lui retirez son sang, entre guillemets. Donc ne retirez pas l'écorce des arbres. Et ensuite, pour avec la forêt publique, il me semble qu'il y a un problème qui est très récurrent et qui va peut-être bientôt arriver parce que c'est l'arrivée de l'été, les feux. Est-ce que vous avez un moyen de gérer les feux de votre côté? Du côté du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, dans le fond, il y a trois grands champs d'action ou trois grandes actions qui sont faites en matière de perturbations naturelles, là, que ce soit les feux, les épidémies d'insectes, les chablis, bref, toutes les perturbations qui peuvent affecter les forêts. Donc, ça va se situer au niveau de la prévention, de la détection, puis de la lutte. Donc, la prévention, ça va plus se faire via des, euh, des interventions sur le territoire en vue de rendre les forêts peut-être plus résilientes à ces perturbations-là. Donc, par les choix sylvicoles qu'on va faire sur le territoire, on va, on va essayer d'avoir des moyens d'agir, dans le fond, que ce soit sur la composition de la forêt ou sur, c'est ça, sa résilience face aux perturbations. En ce qui concerne la détection, ben là, c'est plus au niveau du suivi, entre autres, du suivi des épidémies, du suivi des feux de forêt aussi. Là, ça va être plus de voir est-ce qu'il y a des nouvelles, soit des nouveaux feux qui sont déclenchés ou pour ce qui est des épidémies, ben, de plus suivre les populations d'insectes, par exemple, au fil du temps pour savoir ben, où est-ce qu'il pourrait y avoir des prochaines épidémies qui démarrent ou le suivi de c'est ça, des populations. Puis, ben, quand on arrive dans la lutte, là, c'est évidemment quand il y a une perturbation qui est en cours. Dans le fond, c'est quoi nos moyens d'action? Ben, au niveau des feux de forêt, c'est sûr que ça va être d'aller intervenir pour éteindre autant que possible les feux. Puis, dans le cas des épidémies d'insectes, ben, il peut y avoir des arrosages qui sont faits pour limiter les dégâts puis pour essayer de ralentir les épidémies. Très bien. Et donc, dernière question, là, ça va être sur la gestion forestière. Lorsqu'il arrive une grosse perturbation, que ça soit une grosse épidémie ou un gros incendie, quelles sont les mesures qui sont prises pour, ben, remettre en production ou, tout simplement faire du reposement après une telle perturbation? Par exemple, on va commencer par vous, monsieur Lavoie. Après une grosse épidémie qui pourrait, par exemple, anéantir tout un peuplement. Un peuplement, c'est donc un groupe d'arbres. Comment on fait pour «réparer» entre guillemets ce peuplement? Dépendamment si on a eu le temps de récolter les arbres avant, la mort, sinon, les c'est pas évident de je sais que chez nous, on a laissé c'est pas des grandes forêts, mais des secteurs de sapins qui sont morts, on les a laissés debout, puis, il s'est créé une régénération naturelle. Après ça a remplacé les arbres. C'est long, par exemple, c'est pas beau, mais, ça peut être ça qui arrive. Sinon, tu peux abattre les arbres puis les mettre en andin, puis planter d'autres arbres après aussi. Ça se OK, fait aussi ça. très bien. Et c'est pareil en forêt publique? Après un incendie? Ah, un incen là, je parlais pas d'un incendie, là, je parlais de la tordeuse, une épidémie de tordeuse. OK, des épidémies de tondeuses, Ouais. OK. Et pour ce qui est pour ce qui est d'un incendie, est-ce que vous récupérez après? Est-ce que vous attendez plusieurs années ou c'est directement juste après l'incendie qu'on fait, qu'on répare le peuplement? Ben, les feux de forêt, essentiellement, ce qui va être fait suivant un feu, c'est d'aller récolter le plus rapidement possible les bois qui sont encore propres à la transformation. Euh, c'est sûr que si on regarde l'été de feu qu'on a connu en 2023, qui a été majeur
comme été de feux de forêt, c'est à peu près impossible là, d'aller récolter tout ce qui a brûlé, là. Donc, il va y avoir une priorisation des secteurs brûlés pour aller récolter ces bois-là. L'intervention doit être quand même assez rapide parce que les bois vont se dégrader quand même rapidement. Donc, dans la première année, année et demie, peut-être au maximum 2 ans, on va aller intervenir pour récolter les bois. On a le mécanisme qu'on appelle le plan d'aménagement spécial qui peut être mis en place par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, qui en fait consiste à dire à tous les détenteurs de droits forestiers, dans le fond, qui doivent de façon prioritaire aller récolter les bois de perturbation. Donc, les planifications régulières sont comme annulées. Puis, dans le fond, pour avoir accès à des bois, les détenteurs vont devoir aller récolter dans les secteurs qui ont fait qui font l'objet du plan spécial. En fonction, c'est ça, comme je le disais, à l'été 2023, on a eu des feux de forêt très importants au Québec. Donc, c'est sûr qu'il y a des secteurs qu'on a dû, dans le fond, dire, ben ceux-là, on n'ira pas les récolter parce que on n'a pas la capacité pour aller récolter l'ensemble des territoires. Donc, il va y avoir une priorisation en fonction de l'accès, c'est savoir s'il y a déjà des chemins qui sont construits, en fonction aussi de l'intensité de la perturbation. Donc, si les bois sont encore récoltables et qu'il y a quand même une bonne proportion de bois qui sont encore récoltables. Donc, tout ça est mis en œuvre là, pour, c'est ça, essayer d'amoindrir, si on veut, les impacts de cette perturbation-là. Une fois que les arbres vont avoir été récoltés, ben là, il va pouvoir y avoir la suite de travaux sylvicoles, dans le fond, pour remettre en production ces territoires-là. Donc, on va aller reboiser, essayer de remettre en production là, les secteurs le plus rapidement possible. Puis, ben, c'est ça, il y a certains secteurs qu'on va dire, ben, on n'a pas pu aller les récolter. Puis, il faut se rappeler que les perturbations naturelles aussi, ça fait partie du cycle naturel d'une forêt, là. Les forêts, elles brûlent, elles sont affectées par des perturbations depuis toujours. Donc, c'est correct aussi pour une certaine portion de dire, ben, ces forêts-là, on va les laisser aller de façon naturelle, puis elles vont possiblement se régénérer d'elles-mêmes ou elles vont en tout cas survivre à ces perturbations-là comme elles l'ont toujours fait. C'est bien dit ça. Pour redire un petit peu ce que vous venez de dire à nos chers viewers, sachez que les incendies, les insectes, les insectes et même le gel, c'est du naturel. Si on parle de choses nuisibles, de plantes nuisibles, c'est toujours nuisible pour les humains. Car en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on dit nuisible parce qu'on a besoin de récolter des arbres. Et ces arbres-là, ils vont nous rapporter de l'argent. Et lorsque des insectes nous prennent ces arbres-là, bah, ça nous fait perdre de l'argent et c'est pour ça qu'on considère ça nuisible. Donc pour pouvoir finir ce balado, j'aimerais vous poser une question. Donc on cultive la forêt pour récolter son bois, mais on va finir sur une note positive. Quelles sont les autres utilisations que l'on fait d'une forêt à part de récolter son bois pour montrer que la foresterie, ce n'est pas que des gens qui récoltent du bois, c'est aussi C'est aussi du monde qui en profite, qui regarde la forêt, qui se promène, puis qui a pas le goût de la couper, là. Moi, je vais beaucoup en forêt, puis je la coupe j'ai pas toujours ma scie mécanique, là. Je passe plus de temps à me promener, m'asseoir, adossé à un gros pin, puis à regarder, à entendre les oiseaux, puis à regarder pousser les arbres tranquillement. c'est ça. C'est ça que j'aime, là. C'est de plus en plus, c'est ça aussi, là. La villégiature, puis on profite de la forêt, on profite de ses bienfaits. Et on n'a pas parlé des PFNL, tous les autres petits produits qui poussent aussi dans la forêt, là. Et oui, nous aurons un épisode là-dessus justement. Ah bon? Alors Mais voilà. c'est bien, ça fait des transitions entre les épisodes, ce qui est merveilleux. Donc, je pense que ça va être, c'est un très beau mot de la fin pour ce balado au cœur des bois. En tout cas, je vous remercie, Ça fait hem, plaisir. et je vous remercie également. Ah, je remercie, ben, le gouvernement d'avoir participé à ce balado, même si ça a été compliqué. Je remercie les forêts publiques et privées d'avoir participé à ce balado. Ensuite, je remercie et ensuite, je remercie tout le cégep pour nous avoir laissé ce matériel et ensuite je vous remercie encore car ça va être la suite du balado au cœur des bois dans un autre épisode.